Voilà, on est en live. Voilà. Salut à tous. Salut Christophe. Salut Guillaume. Donc alors, aujourd'hui, on va s'engueuler. Ça va faire ça fait plaisir. Moi, j'aime bien ce côté latin, tu sais, comme ça. Ça me plaît. Mais on va en sortir plein de choses, je pense. Et je voulais que tout le monde en profite parce que, alors, en fait, je vous explique le truc. Avec Christophe, alors, j'avais parlé d'un point précis dans une vidéo. Alors, on va le rappeler après pour qu'on sache de quoi on part. Et puis Christophe a réagi. Et comme d'habitude, quand Christophe réagit ou que moi je réagis, on ne se comprend pas au début. Donc on s'engueule. Donc on va le faire là du coup, en live. Et puis après, on arrive à converger vers un truc. Et c'est très souvent intéressant d'ailleurs. Alors c'est déjà d'une part, c'est entre guillemets une démonstration involontaire de comment on s'engueule amicalement pour produire quelque chose de positif. Comme ça, tout le monde pourra en profiter, parce qu'on en a parlé déjà souvent de ça. Et deuxièmement, le sujet qu'a soulevé Christophe est véritablement intéressant. Je crois qu'on ne l'aborde pas du tout depuis le même angle, mais qu'on va arriver au même point. On va se marrer à la fin avec ça. Mais c'est un point que je pense capital. Et justement, on va présenter l'objet de Discord. OK? Alors, c'était, je crois, hier. C'est hier que j'avais raconté ça? Moi, j'ai mis une vidéo hier, ouais. C'est hier. Où effectivement, je parlais, en fait, alors, je parlais de l'importance de se libérer du fardeau du travail, de l'argent et de l'aspect, entre guillemets, matériel des choses pour pouvoir se consacrer plus profondément, avec plus d'énergie à la vie intérieure. Et donc, Christophe, c'est ça qui t'avait fait réagir, je crois, c'est ça, hein? Bah, je vais dire après ce que moi j'ai compris de ce que ok, ça marche. Du coup, vas-y de suite. Ça va faire le lien. Vas-y. Ouais, comme ça, on va être dans le vif du sujet. Donc moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai précisé au début de ma vidéo aussi, j'ai dit, bon, moi, la pensée à laquelle je vais réagir, c'est ça, en laissant ouvert, peut-être tu as dit ça, peut-être pas exactement, mais c'est ce que j'ai compris. C'était donc qu'en fait, il y avait d'un côté la vie active, et donc son métier, etc., qu'avec ça, on assurait, disons que sa vie matérielle, c'est une certaine sécurité, un toit, etc., qui sont nécessaires. Et quand ça était un peu assuré, on avait la tranquillité d'esprit pour se retirer de cette vie active et faire un travail méditatif intérieur, et que le travail méditatif intérieur se passait là. Donc, moi, dans ce que j'ai compris, donc pas dans la vie active. Et c'est à ça que j'ai réagi. Et donc, moi, ce que j'ai amené dans la vidéo, c'est que le métier qu'on exerçait dans la société pouvait devenir un chemin spirituel à part entière. Voilà. Voilà, donc c'était le point. Et donc, j'essaie d'expliquer ça et comment je voyais ça. Voilà. Ok. Alors, oui, effectivement, il y a... Alors, comment dire, mon point de vue à moi, c'est oui, effectivement, il y a la majorité, comment dirais-je, l'essentiel, moi j'aime bien dire ça, l'essentiel se passe à l'intérieur, quant à la quête de l'éveil et surtout quant à l'expérience qui résulte d'un processus, c'est intérieur. Alors, tu m'avais du coup repris en rigolant sur Facebook en me disant bah oui, ce qui est intérieur, c'est intérieur. T'as raison. Oui. Genre, merci Captain Obvious. Mais c'est vrai que je voudrais que, si tu veux bien, que tu nous présentes cette idée de vie active qui devient une voie spirituelle. Parce que je crois que c'est là où il y a un truc où effectivement je ne suis pas complètement d'accord, mais et encore qu'on va voir. Mais peut-être déjà tu peux nous présenter ça, d'où tu tiens ça, comment tu le conçois, etc. etc. Ouais, on y va? Ouais, on y va, parce que c'est effectivement le point.
Déjà, je peux dire, c'est un point extrêmement complexe. Hein. Donc, moi, je vais en aborder déjà ce que j'en comprends moi, en sachant qu'il y a une profondeur derrière que j'ai même pas acquise encore moi-même. Parce qu'elle est liée à l'histoire du Christ, comme j'ai dit dans ma vidéo. Ouais. Bon, en partant de notre quotidien, donc ce que je veux dire, c'est pour ça que je le compare à l'alchimie dans ma dernière réponse. Hein, c'est que dans l'alchimie, on fait un truc dans la matière, concrètement, et en même temps qu'on fait, c'est une expérience intérieure. C'est pas après, c'est pendant. Ouais, c'est vrai. Et moi, je dis, en fait, ce principe, qui est le principe alchimique, on peut l'étendre à tout, à tous les métiers. On peut le faire quand on fait la médecine, quand on est paysan, quand on fait de la musique, bon, voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est sous condition, c'est pas automatique. Je peux être médecin et puis être totalement à côté du chemin spirituel, tu vois. Donc l'important, c'est quelles sont ces conditions pour que ça devienne un chemin spirituel. Ça est important. Et ces conditions-là sont liées à énormément de choses. On peut dire il y a une question de méthode. Cette méthode a été apportée essentiellement par Goethe, par la phénoménologie des plantes. Et c'est pour ça qu'on peut prendre le paysan comme exemple le plus direct, parce que c'est un paysan qui cultive sa terre, qui plante une graine, mais qui en même temps se lie à la graine et essaie de percevoir qu'est-ce qui se passe dans le phénomène de croissance. C'est à ce moment-là que pour lui, ça va devenir un chemin intérieur. Donc toute la question, ça devient comment il fait ça, comment il va passer de l'acte, je plante une graine, au fait de percevoir les forces invisibles qu'il y a dans la graine et comment elles vont s'exprimer dans la croissance. On peut dire qu'il est déjà dans le bain par le fait qu'il travaille avec ça toute l'année, et c'est comment il va transformer ce bain en expérience intérieure consciente et non pas seulement inconsciente en plantant ses graines, où de toute façon il se passe quelque chose en lui, ça c'est clair, mais c'est pas suffisant pour que ça devienne un vrai chemin intérieur conscient. Et c'est là qu'interviennent les forces christiques, parce que et c'est là que ça devient chaud à comprendre. mais disons comment dire, le fait qu'on puisse percevoir avec la conscience éveillée les forces invisibles de la nature, c'est apporté par le fait du Golgotha que le Christ a apporté à ce moment-là des forces spécifiques qui sont comme un potentiel de force auquel on peut se lier pour étendre notre perception, pour approfondir notre perception, pour que notre perception passe du visible à l'invisible. Je peux faire une parenthèse ? Ouais, vas-y, parce que là, c'est... Ouais. Ouais. Alors, les amis, déjà, bonjour, ça arrive sur le chat. Alors, la perception du Golgotha dont tu parles, elle est rattachée aux travaux de Steiner, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu nous en avais déjà fait un article sur le blog du site. Voilà. Pour nous partager la vision de Steiner et de ce que toi, tu en avais compris à ce moment-là. Voilà. Donc, les amis, vous pouvez aller sur le blog, vous tapez le nom Christophe Dumont et les articles de Christophe vont apparaître et vous trouverez le travail qu'il a fait là-dessus. Voilà, parenthèse fermée, je te laisse continuer. Ouais. Bah, à ce sujet, j'ai récidivé cette année. J'ai refait, j'ai refait une méditation en anglais qui donne les éléments de la méditation sur l'apport christique de Pâques, parce que justement c'est lié à Pâques. Et avec le lien sur le texte que j'avais écrit un an ou deux, je sais plus, là-dessus. Ouais. Et c'est effectivement Steiner qui amène cette connaissance-là. Et ce qui est important, c'est que je pense que cette connaissance ne pouvait pas être amenée avant,
parce qu'en fait, ce qu'il essaie d'apporter, c'est une compréhension du Christ, d'abord par l'intellect. Alors qu'avant, plus Moyen Âge, tout ça, c'est plus une compréhension par le cœur directement. Donc quelque chose qui va plus directement parler à l'intuition, tandis que là, c'est un rapport de connaissance, et pour pouvoir aborder le Christ de cette manière-là, il fallait que la science soit développée d'abord avec ce processus de connaissance scientifique. Donc il fallait qu'en fait que la conscience humaine soit assez travaillée jusqu'à la rationalité claire, pour pouvoir aborder la compréhension du Golgotha à partir de cette rationalité claire. C'est ce que Steiner appelle l'impulsion michaélique, qui veut dire passer du visible à l'invisible en toute conscience. Et c'est là vraiment, c'est-à-dire pas de transe, mais en connaissance. C'est-à-dire c'est l'inverse de toutes les transes. Et c'est là aussi donc où ils disent c'est pas un chemin mystique. Parce que le chemin mystique aussi, on est dans un certain état particulier. Et là, je cherche aussi, tu vois, pour moi, là, c'est où ça se passe exactement. Mais le but, c'est en fait qu'on puisse percevoir ces forces invisibles avec la même conscience qu'on perçoit le monde physique maintenant, tu vois. Qu'on soit pas dans un état particulier. Qu'on soit pas dans un état modifié de conscience, qu'on soit pas dans les ondes alpha machin tout ça du cerveau, non. C'est le but, c'est ça à longue, tu vois, à longue échéance. Donc c'est en ça que le paysan qui médite sur une graine et sur les forces potentielles d'une graine, les forces invisibles dans la graine, et tu vois, je t'en ai à donner une méditation sur la graine très précise. C'est ça qui l'entraîne. C'est qu'en faisant son travail quotidien, il puisse percevoir de plus en plus naturellement, avec sa conscience éveillée, ce qui se passe dans sa plante qui pousse, ce qui se passe dans l'animal, ce qui se passe quand il y a la lune influence ces plantes. Tu vois que ça devient toujours plus large. Voilà. Et donc, c'est en ça que ça devient un chemin spirituel total, parce qu'on inclut de plus en plus le cosmos, les forces invisibles du cosmos, donc les forces du moi, parce que c'est ce qu'on est. Tu vois. Voilà, l'image générale, mais je vois que tu veux dire quelque chose. Ouais, ça me fait réagir, enfin ça me fait surtout penser à quelque chose, et tu en diras plus, je pense, après, mais alors déjà, c'est super intéressant, et vraiment, je crois que c'est très précieux ce que tu nous partages là par rapport à l'avenir qui se dessine devant nous. Je crois que, en plus, j'entends un souffle qui nous vient d'une sagesse celte, par exemple. Les Celtes, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ne s'encombraient pas avec du psychisme, enfin, je caricature là quand je parle, mais cherchaient, comme tu dis, une relation spirituelle consciente dans l'environnement direct. C'est vraiment la nature est ce qu'elle est, elle a la forme qu'elle est, et comment, dans ce contact direct, concret, je peux découvrir une essence spirituelle. Ça nous ramène à ce qu'on pourrait appeler la magie naturelle, d'une certaine manière. Et j'entends aussi un côté propre à la philosophie antique grecque, c'est-à-dire l'observation de la nature me permet de me mettre face à des phénomènes concrets que je vais intérioriser et qui vont faire naître en moi de la connaissance, et du coup que je vais pouvoir redécouvrir la matière, redécouvrir le réel, matériel en tout cas, avec une connaissance croissante comme ça. Et ça me fait dire quelque chose, et tu me diras si je me trompe, parce que je ne connais pas Steiner suffisamment pour le dire, mais ça me semble être une manière très occidentale, finalement, de concevoir la spiritualité. C'est occidental, certes, ça je suis d'accord, mais c'est pas une exclusivité, je veux dire, mais quand même, la dominante en Occident, c'est quand même de prendre les choses dans ce sens-là, tu vois ce que je veux dire ?
Ah, mais tout à fait, mais bon là, si on parle, c'est tout simplement parce que l'Occident, c'est celui qui domine maintenant, c'est la civilisation dominante maintenant. Comme avant, il y a eu l'Égypte, il y a la Grèce, il y a eu Rome, maintenant c'est l'Occident. Donc effectivement, pour moi, l'évolution la succession des civilisations, ça pointe une évolution de la conscience. Et ça ne veut pas dire que effectivement, notre conscience maintenant, elle est mieux qu'au temps de l'Égypte, mais elle est autre. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est si on fait des initiations égyptiennes maintenant. Je me dis, il y a un truc, on a quand même 5000 ans d'écart. Ouais. Tu vois, et moi, je me pose personnellement, tu vois, je suis à l'origine, enfin pas à l'origine, mais bon, dans mon parcours, je suis thérapeute shiatsu, donc la médecine chinoise, donc j'ai le même problème, tu vois. Donc c'est pas théorique pour moi ce que je raconte. Ouais, j'entends bien. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, c'est le développement de la conscience éveillée, c'est le développement du jeu, c'est la renaissance occidentale, c'est tout à fait ça qui domine le monde maintenant. Donc c'est là où on en est, tu vois, tout simplement. Donc le pas, c'est de voir que là où on en est, ça mène au chaos, et que en fait ce point est important pour moi parce que c'est en fait qu'est-ce qui permet de régénérer, de soigner ce chaos. Et au lieu d'aller chercher ça ailleurs que dans l'Occident ou alors dans le passé ou dans un rapport nostalgique. Moi j'étais super nostalgique aussi. Tu vois, je comprends vraiment la nostalgie. Mais c'est en découvrant Steiner que ça m'a soigné de ma nostalgie. Je me suis dit non, c'est pas la peine d'être nostalgique. Ce dont je suis nostalgique du Moyen-Âge, etc., ou Sumer, enfin, des trucs qui me touchent profondément, en fait, ils sont métamorphosés. Oui. Et c'est dans ce chemin Goethe, les Rose-Croix, les vrais, et l'anthroposophie. Et c'est pour ça l'anthroposophie, pour moi, c'est qu'une forme à l'anthroposophie. C'est pas, c'est la manière dont, comment dire, dont ces forces de guérison de l'Occident ont pu s'incarner au début du XXe siècle. Et il faut qu'elle continue à se métamorphoser. Mais là, dans l'anthroposophie, ça a apporté quelque chose de très spécifique. Oui, c'est vrai ça. Ouais. Ça, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il y a... Moi, je l'entrevois déjà avec la théosophie, qui est beaucoup décriée, beaucoup discutée, voire même combattue, hein, comme l'anthroposophie d'ailleurs. L'anthroposophie, ouais, ça y va, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une rupture, en fait, de pattern, une rupture de schéma. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'ailleurs, on le vit, là, on le traverse, on change de paradigme et ça crée une fracture entre des habitudes, des schémas de conscience, etc. C'est difficile de savoir la forme que l'humanité aura demain, et c'est peut-être ça qui crée aussi beaucoup d'envie de retour à avant, tu sais, c'est probable. Hein. Ah ouais. Et c'est vrai que quand on plonge, alors moi, à titre personnel, quand je plonge dans des essais, par exemple, de la théosophie ou de ces gens-là qui ont essayé de projeter qu'est-ce que ça peut être demain, pour certains même qui pensent que c'est comme ça qu'il est bon d'aller, et ben c'est pas si idiot cette idée de rupture de pattern en fait. Mais c'est vrai que, et là je vais me tourner vers la spirale dynamique qui est un modèle que j'aime bien, si tu veux, j'approfondirai si ça t'intéresse évidemment, qui explique bien ce phénomène de ce qu'ils appellent des boucles. En fait, il y a une évolution de l'humanité partout dans le monde, hein, c'est vraiment l'humanité générale, une évolution de paradigme en paradigme, qui alterne entre moi et la communauté. Et en fait, on avance en spirale comme ça et on évolue. Donc le monde devient toujours plus complexe, mais fascinant, forcément, etc. Et puis, en fait, à un moment donné, on atteint la fin d'une boucle. Et on en démarre une nouvelle. Et en fait, la nouvelle boucle ne peut démarrer qu'à partir du moment où la boucle d'avant a été complètement intégrée, assimilée, et surtout, suffisamment transcendée pour pouvoir
proposer justement la suite de l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est marrant parce que quand je vais vers justement de Steiner, l'anthroposophie, quand on parle beaucoup, effectivement, j'entends cette idée, en fait. Moi, j'entends un écho de ça, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un peu Oui, une rupture, quoi. oui et non, oui et non. Je trouve parce qu'il y a une question d'échelle là-dedans. Si on parle d'une civilisation qui monte et qui redescend et puis qui meurt et qui permet à la prochaine de naître, ouais, bien sûr. De génération en génération, oui, bien sûr. Mais dans l'évolution de la Terre, de son cosmos, là, c'est comment expliquer le Golgotha est présenté par Steiner comme vraiment un point central. C'est toi ce que tu appelles le point d'involution maximum. En plus, en fait, là, il apparaît dans l'évolution au temps des Romains, c'est-à-dire au moment où ils ont perdu la spiritualité. Tout à fait. Donc c'est un point important, ça c'est vrai. C'est un point important, ouais. Et si tu vois, à tel point que ce que Steiner explique, c'est qu'à ce temps-là, la spiritualité était perdue au point que ça influe la matière se durcissait. Et que si le Christ n'était pas intervenu pour apporter une force de renouvellement, toute la terre se serait durcie, sclérosée, comme la pensée se sclérosait à ce moment-là, et l'évolution se serait arrêtée, on se serait tous figés. Et c'est là où j'insiste dans ma vidéo, et où c'est ce que le point important, je trouve, c'est la différence entre un enseignement. Et là, je crois que tous les enseignements se disent la même chose, que ce soit Bouddha, que ce soit le Christ. Je connais pas l'islam, mais je pense que c'est pareil. Ouais. Tu vois, pourquoi ils disent la même chose? Parce que quand on cherche à comprendre l'homme et le cosmos, on va finir par voir les mêmes choses, tout simplement. Il me semble. Mais par contre, c'est la manière d'y aller, et c'est les forces dont on a besoin à une certaine époque qui changent. Et donc, ce qui est important, Steiner, il dit ça, il dit l'enseignement de Jésus, au fond, c'est le même que le reste, c'est pas la question. Mais par contre, ce qui est spécifique, c'est son apport de cette force. Il dit si le Christ n'était pas intervenant en tant qu'être solaire, et même plus dans l'anthroposophie, en fait, le soleil, c'est une étape du Christ, mais bon, il y a la Trinité qui est encore au-dessus de notre hiérarchie. Donc, il y a toute cette descente. C'était absolument fascinant d'étudier la descente du Christ au cours des millénaires. C'était des milliers d'années de descente. C'est pas fait comme ça. Suivant chaque civilisation et comment chaque civilisation a perçu le Christ. Ahura Mazda chez les Perses, c'était l'aura du soleil, c'était déjà le Christ, mais l'Inde, c'était avant, c'était encore. Bon, enfin, je ne suis pas là-dedans, mais il y a toute une descente qui peut être suivie de civilisation en civilisation, qui sont la descente de l'être solaire. Donc, pour arriver à juste cette incarnation dans un corps humain qui est Jésus, et là encore, la différence entre Jésus et le Christ, Jésus en tant qu'initié, qui réunit en lui les courants de Zarathustra et de Bouddha, c'est donc et la sagesse de Zarathustra et le cœur de Bouddha, on peut dire. Et donc capable de recevoir le logos, comme la force du logos, sans exploser. Voilà. Et je sais pas, essayer d'imaginer ça quand même, la force créatrice du monde, créatrice du cosmos, qui s'incarne dans un être humain. Dans un titre, ouais. Voilà, tu vois. Bon, rien que ça, essayer de méditer là-dessus, ce que ça peut vraiment vouloir dire, c'est bon, on n'a pas fini, quoi. Et il va faire quoi? Il va cette puissance du verbe va devenir
dans un état d'impuissance totale, va accepter, choisir l'impuissance totale et se laisser crucifier alors qu'il aurait pu choisir autre chose. Tu vois. Et le sens de ça, c'est que par sa crucifixion, par son sang qui se verse sur la terre, c'est là qui régénère la terre, qui apporte une nouvelle force. Et ça, c'est quelque chose de concret. C'est là où c'est pas symbolique, c'est pas que intérieur, c'est physique, c'est le corps physique de la terre qui reçoit une force nouvelle. Et après Pâques, le Christ qui descend dans les couches sous-terrestres, qui va porter cette terre jusqu'au centre de la terre, et qui va porter un embryon de force, en fait, qui est un embryon de force solaire, qui est le début de régénération de la Terre en soleil. La fin du cycle terrestre, c'est que la Terre redevient soleil comme elle a été avant. Donc voilà, c'est pour ça que ça, quand je dis que c'est pas que symbolique, ça n'est vraiment pas que ça se passe dans la matière même, et c'est une force de transmutation de la matière. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, complètement. Voilà. Et je comprends, si tu veux, je comprends que. Alors moi, voilà comment je l'entends moi, si tu veux. Le retour à la Terre qu'on observe aujourd'hui chez beaucoup, l'envie de revenir à la Terre, alors c'est l'envie de la cultiver ou simplement l'envie de l'habiter, de retourner dans des espaces où on respire la nature, où on peut être au contact avec elle. C'est un retour très concret. On ne veut pas nécessairement, jouer avec l'astral, pour caricaturer le propos. On veut d'abord vivre dans un environnement où quand on se lève le matin et qu'on ouvre la fenêtre, on respire, ça fait du bien. L'environnement, il est vivant, okay, et on peut faire son petit potager, on peut avoir ses petites poules. Et ça, on le voit aujourd'hui. Il y a un envie énorme de revenir à ça. Je suis là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça appelle quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Tu vois ? Ouais. Parce qu'on est à nouveau dans une espèce de nostalgie. Enfin, le danger de ça, enfin, le côté c'est très bien. Ça dépend comment c'est fait, en fait. Mais le danger, c'est la nostalgie. Et moi, ce qui me plaît justement, c'est que avec ces forces nouvelles, c'est là où on est, qu'on soit à la campagne ou en ville, dans ce qu'on fait, justement, on peut acquérir les forces de transmutation. C'est ça. Et ce que j'expliquais, c'est à partir du moment où on considère donc le paysan dans sa ferme, ok, le médecin qui travaille avec un corps humain, à partir du moment où il passe de la connaissance physique où s'il commence à étudier le fait que le corps est un microcosme avec des liens invisibles entre les organes qui sont le reflet des planètes, etc. Tu vois, donc il y a toute une étude à faire, hein. Mais dans cette étude, elle est à méditer aussi. Donc c'est là, c'est le même processus alchimique. C'est quand on se connecte aux organes, on va se connecter aux forces invisibles des organes et comment ces forces se lient entre elles et tout ça. Donc on est la compréhension intérieure du microcosmos humain, voilà, on la développe comme ça pas à pas, et on se transforme comme ça intérieurement. Ce que j'entends dans ce que tu dis, et ce qui fait sens là pour moi, du coup, c'est beaucoup plus compréhensible en tout cas, c'est qu'en fait, ce mouvement, peut-être nostalgique pour certains, pour beaucoup, je ne sais pas, ce mouvement de retour à la Terre, à l'envie de la goûter, de revenir à un rapport concret avec elle, c'est finalement un besoin simplement, symboliquement peut-être, de revenir à une vie concrète, investie concrètement, pleinement conscient de la nature du monde dans lequel je vis, de la mienne, et donc habiller tout ça à fond et être pleinement dans cette expérience. C'est ça, et pas fuir dans des paradis artificiels ésotériques ou que sais-je encore. C'est un peu ça que tu c'est plus que ça. C'est le vrai besoin, c'est le besoin de sens. C'est le besoin de sens. Parce que la caractéristique de notre science, c'est qu'elle n'a pas de sens.
c'est qu'elle ne donne aucun sens, qu'elle est incapable de produire du sens. Ouais. C'est-à-dire, bon, c'est en train de changer, hein, c'est en train de changer, mais en tout cas, jusque-là, on est là-dedans. Donc, il y a une disconnexion totale entre j'étudie la nature et le sens qui est devenu un truc religieux à part. C'est exactement ça. Je vais chercher le sens d'un côté et c'est là, ça rejoint la problématique de mon chemin spirituel se passe en dehors parce que le sens, la question du sens, elle est complètement retirée de la matière. Tu vois. Donc je me retire, je vais chercher le sens à part. Et par contre, quand je vais étudier le monde, là, il n'y a plus aucun sens. C'est un rapport mécanique de choses. Tu vois. Donc le vrai besoin, le vrai manque, c'est un manque de sens. J'ai envie que ce que je fais ait du sens et m'apporte du sens et me permette de grandir dans le sens. Tu vois. Donc ce que ça apporte, c'est quand je dis que la force christique apporte une capacité de perception nouvelle, en fait, c'est ça qu'elle apporte. Donc, c'est le passage si j'étudie un organe, bon, je peux partir à la science, l'organe, il fait ça, maintenant, moi, ce que je fais, c'est méditation sur les organes. Je vais méditer, bon, le foie, il fait ça, ok, je vais méditer, c'est-à-dire, je médite pourquoi? Pour capter la force invisible derrière ce que je vois. Ça, c'est un niveau un peu plus subtil. On peut dire c'est la force éthérique. Mais je peux encore aller plus loin. Je peux aller dire il y a quelque chose qui organise cette force-là. Donc, qu'est-ce qui organise cette force? C'est une image. Ou des images qui organisent les forces éthériques. Ok, là, je suis à un niveau encore un peu plus supérieur. Qu'est-ce qui organise ces images? C'est des résonances. Qu'est-ce qui organise ces résonances? Eh ben, c'est du sens. Donc voilà, donc j'ai un chemin spirituel qui part de la matière qui va au verbe. Le sens, c'est le verbe. Voilà. Et j'ai les étapes possibles et tu vois, je peux les parcourir. Donc je suis tout à fait voilà, dans un chemin spirituel. Ouais. Alors là, c'est là où on tombe d'accord en fait. Et c'est là où en fait j'ai l'angle d'approche peut-être. Alors, il n'est pas le même, je sais pas, on va voir. Mais en fait, c'est en substance ce que je dis. C'est en substance ce que je dis, sauf que c'est vrai que j'ai tendance à, parce que je suis une tête de l'art, mais j'ai tendance à vraiment bien ramener les choses à l'intériorité, en ce sens que, si tu veux, mon constat, alors ça c'est mon expérience, hein, on n'a pas tous la même, hein, donc forcément je ne peux que parler de ce que moi j'ai vécu, c'est que les gens, dès que tu leur offres cette alternative de votre vie active peut devenir un chemin spirituel, il y a une déviance qui va venir avec. C'est du coup, j'investis uniquement le rapport à cette vie active et à ce que ça génère dans la matière et le plaisir de pouvoir du coup développer une vie confortable, etc., qui n'est pas là, c'est agréable, c'est très bien, mais à quel moment dans ce processus il y a le phénomène de feedback où tu fais la récolte de tout ça et que tu le ramènes à l'intérieur dans ton cœur pour faire croître ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai tendance à dire aux gens, oui, d'accord, c'est bien, faites votre vie, développez votre sens, comme tu l'as dit, tu as tout à fait raison, mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, il faut faire revenir le mouvement à l'intérieur et que cette récolte, elle est à l'intérieur et que l'effet recherché, l'expérience recherchée qui va élargir la conscience, en tout cas la réveiller plus qu'autre chose, ça se passera là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, là, ce que je disais tout à l'heure, évidemment, l'expérience intérieure, c'est un terme, mais c'est une question de temporalité. Évidemment. C'est de dire que ça se passe pendant, tu vois, que c'est pas à côté. Oui, c'est pas à côté, ça, tu as raison. Peut-être que tu as peut-être pu entendre que je faisais une séparation, toi. Tu as dû entendre ça, en fait. Bah oui. Okay. Parce que, et cette séparation, elle est dans le chemin mystique. Oui, tout à fait, tu as raison. Ouais. C'est vrai. C'est un retrait du monde tu vois. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais là, je suis d'accord avec toi, le chemin mystique traditionnel n'est pas du tout adapté à l'avenir de l'humanité. Pas du tout. Ouais, moi, le tout, c'est d'être clair avec son chemin, quoi. C'est tout. On peut le faire maintenant.
Et puis, bon, quand tu parles de la vie courante, moi, ce qui me gêne, c'est que, tu vois, il y a la vie courante. Moi, ce que j'entends quand on parle, j'entends plutôt les processus psychologiques, émotionnels, où on apprend sur soi dans la relation, etc. Et c'est un autre niveau. C'est le niveau de l'âme, c'est le niveau de la psyché. Ouais. Et là, c'est le développement personnel. Et évidemment qu'il faut le faire aussi, mais moi, je parle d'autre chose. D'accord. Moi, je parle du développement spirituel. C'est-à-dire le développement de la perception des forces invisibles derrière ce qu'on voit. Tu vois. Alors évidemment, cette perception, on le fait avec son âme. C'est-à-dire, moi, je rappelle toujours ce que moi j'appelle âme, parce que personne n'appelle ça la même chose. Moi, c'est les fonctions pensée, sentiment, volonté. Voilà. Hein. Donc là, on est dans le monde intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc faire la différence entre ce qu'on appelle la vie sociale, la vie psychique, hein, et là, ce dont je parle, c'est vraiment le développement de qualités spirituelles. D'accord. C'est-à-dire perception du corps éthérique, perception du corps astral, c'est vraiment voilà. Mais ça se passe pas sous forme de vision. C'est ça qui est intéressant. Oui, je comprends ce que tu dis. Alors, c'est là où effectivement, alors, ne connaissant pas Steiner, moi, dans mon parcours, j'ai pas eu accès à cette perception-là, à cette proposition même d'ailleurs, de cheminement. Je l'ai pas connue. Donc, c'est probablement pour ça que c'est là où on se comprend pas. C'est vrai que moi, dans mon parcours, Steiner s'est passé subrepticement sur ma table de chevet via un livre unique que j'ai trouvé très complexe et qui ne m'a pas parlé à l'époque, en tout cas. Et que du coup, j'ai dit, bon, ok, je l'ai, je reviendrai peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est là et on verra. Par contre, la théosophie m'a plus parlé et pour des raisons, je ne sais pas, de sensibilité peut-être. En revanche, ce que j'entends dans cette proposition que tu fais, donc qui est celle de Steiner, visiblement, c'est ça, hein, en fait, hein, on est dans cette continuité-là. Goethe, Steiner, Premièrement, je trouve que ta manière de l'expliquer est beaucoup plus simple et claire que peut-être les textes officiels, fondateurs, etc. Peut-être parce que je ne les ai pas lus comme ça. En tout cas, quand on parle, c'est accessible, on comprend. Et ça me ramène à, par contre, un truc que moi j'ai exploré pour ce rapport à la matière et découvrir justement le vivant derrière et comment ça peut épouser la vie active. Et ben, bizarrement, hein, c'est la magie naturelle. Moi, je sais que le chemin que j'ai fait, qui a été d'ailleurs au début de mon travail intérieur, spirituel, etc., c'était la magie. C'était vraiment le truc que j'appréciais beaucoup. Parce que ça m'offrait la possibilité de rentrer en contact, non pas juste physique, mais alors éthérique, on va dire en termes généraux, éthérique avec les objets qui m'entouraient, les arbres, les gens, l'herbe, les plantes. Et effectivement, là, tu renoues dans le concret avec quelque chose de profondément spirituel qui va faire écho à ta propre nature d'ailleurs, parce que ces énergies que tu découvres grâce à la magie naturelle, elles viennent te raconter aussi une histoire à l'intérieur de toi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je cheminais, il n'y avait pas cette proposition dans mon expérience de la vie qui disait, eh ben ça, tu peux en faire une activité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah ouais. Bah, tout à fait, parce que c'est pour ça que moi je suis devenu thérapeute shiatsu, parce que je sentais l'énergie et il y avait absolument rien qu'on parlait, sinon tout ce qui venait de l'Orient, tu vois. Donc, ouais, tout à fait. Tout ça, donc c'est comme c'est. Moi j'avais juste des perceptions, je voulais une connaissance qui était adaptée à cette perception et ça n'existait pas. Au départ, je l'ai pas trouvé. Donc c'est comme ça que je passais par l'Orient. Et par contre, quand j'ai découvert Steiner, ça a été long au début. La première fois que j'ai lu Steiner, j'ai balancé le bouquin à l'autre bout de la pièce. Vraiment. Hein. Et quand j'ai commencé à l'étudier, c'était La philosophie de la liberté, le premier bouquin.
j'ai commencé à prendre des notes, c'était pas pour prendre des notes, c'était pour le réfuter. Tu vois. Moi, c'est comme ça que j'apprends. Bon, on se refait pas. Ok. Attends, je vais reprendre du café. Vas-y. Ouais. Bon, préparez vos questions, les amis, parce qu'après, on va pouvoir. Ouais, non, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais où j'en étais pour ça Oui, la philosophie de la liberté, tu me parlais de ça. Et tu me disais que toi, tu cheminais dans l'opposition, quoi. Tu réfutes jusqu'à. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est Steiner qui m'a réfuté. Mais c'est pour vrai que c'est pas facile d'entrer Steiner. Et pourtant, par rapport, effectivement, on retrouve la magie naturelle, mais on la retrouve à partir de notre science contemporaine. Et moi, c'est ça qui me plaît maintenant. Ouais. Moi, maintenant, là, je viens d'acheter Agrippa. Putain, c'est quand même le beau bordel, Agrippa, quand on puis c'est vague, et puis c'est allusif. Et, tu vois, cette espèce de flou artistique là, des anciens, c'est bien gentil, mais moi, je trouve que c'est plus l'époque de ça. Voilà. Mais ce que tu vois, pour moi, le point principal qui est important, c'est qu'il y a avant le Golgotha et après le Golgotha, et qu'il y a une force spécifique qui a été introduite dans l'humanité, et c'est fait pour qu'on apprenne à s'en servir, et on n'a pas encore appris à s'en servir. C'est ça le message principal que je veux dire. C'est que 2000 ans, c'est pas grand-chose dans la conscience, c'est que on l'a pas encore compris. On l'a même pas encore compris intellectuellement ce qui se passe. C'est ce que j'essaie d'apporter, ce que Steiner a apporté d'une profondeur inouïe. Tu vois, moi, j'essaie de traduire un peu. Mais que ça change la donne de l'initiation. C'est ça qui est important. C'est vrai, et que l'initiation contemporaine peut se faire donc en pleine conscience si on se lie. Si en même temps on bosse cette compréhension christique pour la comprendre, parce qu'il faut se lier à ces forces-là, c'est pas donné. C'est ça la différence. Ce n'est pas donné. Il faut faire un effort. Il faut aller les chercher. Et donc il y a des exercices spécifiques à faire. Il y a une étude spécifique à faire. Il faut regarder ce que ça nous fait à l'intérieur. C'est pas du gobage, tout ça. Il faut voir comment ces images nous parlent. Pour petit à petit faire sa propre. Enfin, c'est pas une histoire d'opinion, c'est savoir si ça nous touche vraiment dans notre être ou pas. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce truc-là, parce que bon, je suis désolé, je ramène encore à moi. Je fais mon lion, c'est horrible. Non, si tu veux, c'est parce que ça fait écho à mon parcours personnel, et du coup, je regarde un petit peu comment ça bouge, quoi. Et en fait. À ce jour, je défends cette idée que le développement intérieur, spirituel, etc., nous amène à un moment donné à ce que Paracel s'appelait la vocation, c'est-à-dire ça nous amène à pouvoir faire éclore dans le monde une activité humaine. Alors, elle est professionnelle, et puis elle va toucher différentes sphères de la vie, mais on va dire la vie active, notre vie active va entre guillemets se conformer, va chercher à ressembler à ce qui s'est produit en nous, à ce qu'on a découvert en nous. Et plus on découvre, plus on connaît, plus on s'élève, plus la vie active veut faire transparaître ça, parce qu'il y a ce mouvement de l'énergie qui vient s'imprégner en nous, et à un moment donné, elle veut s'exprimer dehors. Ça fait partie du processus, on est d'accord. Et moi, je me disais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai constaté, dans ma vie, vraiment, que ma vie active cherchait à trouver un mode d'expression qui correspond profondément à ce qui s'est réalisé en moi. Du coup, mon orientation professionnelle a complètement chaviré. J'étais musicien, etc. J'ai complètement changé de cap pour aller vers l'hermétisme, la naturopathie, la médecine, pour tous ces trucs-là, quoi, en fait. Et je me dis, quand je t'entends, qu'en fin de compte, si j'avais vécu dans une société différente, on m'aurait probablement proposé tout de suite une alternative qui m'aurait plongé dans une possibilité de faire naître tout de suite
une activité, entre guillemets, qui répondrait aux deux problématiques, celle de l'intérieur et de l'extérieur. Et que du coup, j'aurais finalement, entre guillemets, pas perdu de temps à cheminer de la manière dont je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire au fond ou pas? Oui, parce que ça, je crois aussi que si les idées de Goethe et de Steiner étaient plus actives dans le monde, on tâtonnerait moins. Ouais. Et on aurait d'entrée, effectivement, la possibilité de lier cette recherche intérieure à notre activité extérieure de manière beaucoup plus fluide. Ouais, ça, je crois aussi. Ça, tu penses, ouais, ok. Mais ça, c'est vachement intéressant, en fait. Parce que, effectivement, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que l'activité humaine se transforme. On est en plein dedans, là. C'est le chaos intégral, donc automatiquement, on va se transformer. Putain, c'est à la fois le bordel, mais c'est aussi une bonne nouvelle, finalement. Et c'est vrai que tout le monde se pose la question, oui, mais alors demain, il va falloir le réorganiser, l'activité des hommes, il va falloir qu'elle se réorganise. Et c'est là, alors là, je vais te taquiner exprès, hein, tu ne m'en voudras pas. C'est là que, effectivement, ce que tu amènes, toi, dans ton discours, par exemple, devient hyper intéressant, voire même une proposition plus que passionnante. Mais alors, je me permets de te dire quand même que tu es le seul anthroposophe que je connais et que je regarde qui est compréhensible et qui n'a pas ce côté, cette espèce de... Là, c'est moi qui parle, hein, tu m'excuses. Hein, cette espèce de naïveté cucu-concon, tu sais, que les autres, en tout cas, dans ce que moi j'en vois, hein, présentent. Et puis d'ailleurs, d'une part, on les comprend pas, ces gens-là. Ils sont habitables. C'est un monde mentalement trop alambiqué, trop bordélique, donc inaccessible en surface. Et puis avec une espèce de, comment dirais-je, d'énergie, pas naïve, mais enfin presque en fait, une espèce de truc très, très lissé, très doux, tu sais, sans prendre en compte les reliefs de l'humain, du vivant, des imperfections. Je ne sais pas si tu comprends le... Ouais, non, mais il y a clairement un problème avec l'anthroposophie maintenant. Je te taquine exprès, hein, tu m'excuses. Non, mais ça, je te rejoins tout à fait. Hein, moi, ça fait un an que... Moi, j'ai bossé 15 ans Steiner tout seul, hein, puis là, depuis un an, je me suis inscrit chez Anthroposophe pour trouver quand même des pas travailler tout seul. Ouais, hein. Je trouve ça difficile aussi. Et moi, ce qui me frappe chez les anthroposophes, c'est que quand je leur parle individuellement, c'est des gens vraiment fascinants. Parce que la manière dont, justement, l'anthroposophie a transformé leur vie, leur métier, etc., c'est toujours profond quand même. Je veux dire, là, je rencontre vraiment des personnes vraiment intéressantes. Alors, dès que ça devient un groupe, mais c'est imbitable, quoi. Il faut dire ce qu'il y a, quoi. Mais moi, quand j'y vais, j'ouvre ma gueule. Hein. Moi, je suis bon. Pas pour m'endormir, quoi. Donc voilà. Mais en même temps, ils sont ouverts à ça, tu vois aussi. Je trouve ça super doux parce qu'en même temps, j'ai ma fille là maintenant qui est dans une école Steiner. À La Haye, il y en a deux, par exemple, une école Steiner traditionnelle qui est vraiment la première école Steiner en Hollande, tout ça. Je l'ai pas mise là parce que je trouve là trop c'est trop. et par contre, j'ai mis dans une école Steiner qui est un peu moins voilà, parce que l'autre, c'est figé dans certains temps. Ça devient imbitable. Et il y a un gros problème. Mais il y a quand même, malgré tout, ça se passe quand même. Là. Je vois les enseignements, la prof, l'école où est ma fille, elle est géniale et ça vient de l'enrichissement de Steiner, de la vision qui y a derrière tout ça. Donc ça nourrit énormément. J'ai entendu parler des agriculteurs en biodynamie, c'est absolument fascinant, c'est des personnes fascinantes. Donc, quand on voit je trouve l'anthroposophie, quand on la regarde dans ce qu'elle fait concrètement, que ce soit les fermes, que ce soit l'éducation, je veux dire la médecine, j'ai vu que des billes, honnêtement. Les médecins anthroposophes,
ceux que j'ai vus étaient tous nuls. C'est bon, aussi un problème là. Et donc, j'espère qu'il y en a quand même qui font du bon boulot. Mais il y a je suis d'accord avec toi, ça se passe pas tout seul. Et, ouais, c'est ça. Mais il y a un autre truc qui serait alors. J'ouvre une porte, on en discutera ensemble tranquillement, Christophe, si tu veux bien. C'est que j'aimerais bien qu'on aille titiller les côtés obscurs, si j'ose dire, de l'anthroposophie, parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a tout un débat, toute une problématique autour de l'anthroposophie, soi-disant, ce serait une secte, oui, non, avec comment dire, des travers pédophiles, machin, etc. Enfin, ouais, non, mais c'est un connard, c'est un connard sur Internet qui fait chez Anthroposophie depuis 15 ans et qui est un pervers. Là, je peux répondre, c'est pas la peine d'y aller, ce mec s'appelle Perra, hein. C'est un pervers qui transforme toute l'anthroposophie. Mais qui ment, c'est un menteur, tu vois. Moi, je veux bien avoir un débat, mais sur la réalité de l'anthroposophie. Ce mec est un pervers, un menteur. C'est pas la peine de parler avec ce mec, tu vois. C'est impossible, déjà, de lui parler. Et si tu veux, c'est comme si tu compares l'anthroposophie à une tapisserie, ce mec va prendre chaque fil et il va le décaler un tout petit peu, puis un tout petit peu, puis un tout petit peu, puis l'air de rien comme ça. Et chaque phrase qu'il dit est un peu fausse, et un peu un glissement de sens, tu vois. Et au final, il dit l'anthroposophie, c'est ça. Au final, tu regardes la tapisserie, t'as plus rien qui ressemble. Mais t'as pas vu les petits fils comme ça. Et c'est exactement ce qu'il fait, ça. Donc il y a des vrais débats, il y a des faux débats. Il faut pas aller dans ces trucs de secte, de pédophilie. C'est vraiment de la connerie. Là, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Il y a des débats sur le dogmatisme qui s'introduit parce qu'on a peur de trahir les idées de Steiner ou etc. etc. Il faut comparer ça avec comment l'anthroposophie a concrètement approfondi le travail concret des gens dans leur métier de thérapeute, dans leur métier parce que c'est là que ça se passe, en vrai, tu vois. Et puis voilà, et puis il faut revenir à l'enseignement réel et puis essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour soi et puis de parler de ça. Ouais, enfin, en ce sens-là, si tu veux, on l'a pareil, je viens gratter un petit peu les endroits qui dérangent. C'est un peu exprès aussi, c'est pour pas ignorer que ça fait partie du truc, du cadre, on va dire. Mais bon, moi, ce monsieur, ouais, c'est pas qui c'est, à la limite, je m'en fous. Mais c'est surtout cette idée de dire que tous les grands courants d'anthroposophie en faisant partie ont été gangrénés par le chaos ambiant dans lequel on se trouve. Ouais. La franc-maçonnerie, les Rose-Croix, l'État même, l'Église catholique, on n'en parle même pas, l'islam, on voit bien. Bon, il est bien évident que l'anthroposophie, on peut se dire à ce moment-là qu'elle n'échappe pas à la règle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, dès qu'il y a Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut à la fois une forme pour transmettre, et en même temps, c'est le problème. Donc, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'il y aurait pas les anthroposophes. Est-ce que j'aurais connu anthroposophie? Qui est-ce qui va éditer les bouquins de Steiner que je lis, tu vois? C'est bien. Donc, ouais. Ouais, donc voilà. On n'est jamais à l'abri de certains dogmatismes à tous les niveaux de son parcours, je crois. Ouais, je sais pas. Moi, je peux que dire que je trouve dommage que l'enseignement même soit si peu connu. Aussi sur les changements sociaux actuels, Steiner, après la Première Guerre mondiale, a réfléchi à une société nouvelle et c'est vraiment génial. Je veux dire, sur l'argent, ce qu'il a dit sur l'argent, je ne le lis nulle part ailleurs, quoi. Je veux dire, sa réflexion est d'une intelligence sur ce qu'est l'argent et pourquoi l'argent, la manière d'utiliser l'argent est pervertie. Et tu vois, là encore, il y a des gens qui reprennent ça. L'idée du revenu minimum, elle vient de Steiner quand même. Hein. C'est pas connu, ça.
C'est Je une ne part. savais pas. Ouais. Mais là, à nouveau, on prend l'idée totalement dans son contexte, la contexte à tripartition sociale, et ce qu'il faut, c'est regarder toute l'idée de la tripartition sociale. Parce que là, on comprend quand ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a des banquiers qui du coup, prennent ces idées de Steiner et réfléchissent à l'argent. Là aussi, au sein des banques même. Tu vois, et ça, je trouve ça génial. Tu vois, c'est pas en dehors du système financier, c'est à l'intérieur même. Ils vont regarder comment l'argent se pervertit, et des entrepreneurs, ils vont essayer autre chose à cause de ces idées-là. Et là, pareil, en tant qu'entrepreneur, ça devient pour eux aussi un chemin spirituel. Comment je gère mon entreprise? Ah, mais ça, c'est le modèle du moment, en plus. C'est le modèle qui a changé en priorité. Je veux dire, Ouais. c'est celui qui domine le monde. Donc, comprendre ce qu'est l'échange, ce qu'est l'argent, ce que fait l'argent dans l'échange, etc., c'est fondamental maintenant. Je suis d'accord avec toi. Donc là, je peux pas me lancer là-dedans maintenant, mais c'est ouais, mais c'est pour revenir au point principal, tu vois, tout ça, c'est la phénoménologie. Tu vois, Steiner a repris l'argent comme un phénoménologue. Et à nouveau, pour étudier le phénomène argent, pour trouver les forces spirituelles derrière, c'est à nouveau les forces christiques qui donnent cette force-là. Donc, je vois pourquoi tu dis ça. Ok, oui, d'accord. Donc voilà. Oui, en ce sens que le phénomène révèle la nature, l'intégralité de la nature d'une chose. Ouais. C'est toute la question pour moi, c'est comment on part du phénomène, qu'on reste qu'on soit capable d'observer de manière pure un phénomène, et qu'à partir de cette observation sans interprétation, pure, ça veut dire sans interprétation, ou le moins possible qu'on peut, disons, comment on passe à la perception de l'invisible dans ce phénomène parce que l'idée de base, c'est ce que tu enseignes tout le temps aussi, c'est que derrière tout phénomène visible, il y a un phénomène visible est le résultat de processus invisibles. Oui. Donc, c'est comment, à partir du visible, refaire marche arrière dans les processus invisibles, toujours plus profondément, toujours plus près de la source. Bien sûr. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que oui, j'entends que moi, dans ma démarche, il y a ce côté détachement apparent, même s'il n'est pas dans l'expérience, mais détachement apparent entre la vie dans le monde, pour caricaturer le truc, et la vie intérieure. Mais en fait, ce que alors peut-être j'arrive pas à l'exprimer, hein, ça c'est fort possible. Hein. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que j'arrive pas à formuler comme j'aimerais le faire. Et d'ailleurs, là, dans ce que tu viens de dérouler, finalement, je trouve une manière de l'exprimer qui est vachement plus cohérente. Mais c'est d'expliquer qu'il peut y avoir un détachement apparent dans le propos, mais pas dans le vécu. C'est-à-dire que quand moi je vais me promener dans les bois, par exemple, je ne me détache pas de l'expérience que je vis. Tu vois ce que je veux dire par là? Non, c'est clair. Même si en apparence, il peut sembler que effectivement il y ait une. Non, mais je crois qu'on parle surtout des moyens. Moi, j'ai l'impression que ton parcours, c'est d'abord un parcours intérieur. Oui, et accompagné de maîtres, etc. Oui, et par ce parcours intérieur, donc tu développes ces capacités de perception, et après tu vas porter ça dans le monde. Il y a un résultat après, oui, effectivement. Voilà, comme résultat. Tandis que moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être à tel ou tel niveau, c'est que tout de suite, ce qu'on fait devient tout de suite son chemin, dès le départ. Donc, c'est la question de méthode pour accéder pour arriver à. Et ce que je dis, c'est que ce changement de méthode n'est possible
que à cause du Golgotha, parce que c'est là moi où souvent on est en bisbille, c'est que c'est toujours le même point, hein, que ça prend plein de formes différentes, mais c'est toujours ce même point. C'est initiation ancienne, initiation avant le Golgotha et initiation après le Golgotha. Et moi, tout ce que j'amène tout le temps, c'est de dire non, l'initiation a changé. Et en fait, si je comprends bien, parce que c'est en fait le mode d'initiation est le même. Toi, dans ce que tu amènes, je vois pas de raison de changer le mode d'initiation. Parce que c'est un chemin intérieur, donc les énergies christiques, tu vas la rencontrer en différé, c'est-à-dire par un chemin intérieur. Ouais, non. Ok, je comprends. Et en même temps, disons, là, je suis en train d'écrire un livre, par exemple, sur la magie. Ouais. Alors, c'est pas un livre qui fait, entre guillemets, l'apologie de la tradition magique, en l'occurrence. Mais c'est plutôt un livre qui a pour objectif d'actualiser la pratique à aujourd'hui, en expliquant que cet outil qu'est la magie va permettre à l'humain c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est dans son contact avec le concret, faire naître tout de suite une transparence qui le sera de plus en plus à mesure que la connaissance grandit, mais ça c'est normal, mais qui effectivement cherchera à trouver son chemin dehors tout de suite. Alors j'ai pas mentionné explicitement que ça développe une vocation, que ça développe comme le font les entrepreneurs, par exemple, une activité professionnelle ou en tout cas une activité dans le monde. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'entends finalement une pièce manquante à mon puzzle personnel, qui est comment je peux expliquer ce phénomène qui fait que quand on a une pratique ésotérique aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas hier, et là je suis d'accord avec toi, quand on a une pratique ésotérique aujourd'hui qui cherche à mettre en relation l'intérieur et le dehors via des processus invisibles, énergétiques, on pourrait dire, moi j'aime bien dire magiques, pour employer un vocabulaire un peu plus ancien, va produire indubitablement et tout de suite des phénomènes de résonance qui vont architecturer la vie de l'humain. Tu vois ? Et donc automatiquement transformer son relation à la vie professionnelle, à l'argent, au social. Et ça, en fait, j'étais en train d'y travailler la semaine dernière. J'ai mis ça de côté parce que j'arrivais pas à trouver une manière de formuler le truc. Et en fin de compte, là, tu vois, cette conversation, elle arrive à point nommé parce que ça déverrouille l'accès au truc. Et j'étais en train de revenir sur Blavatsky ces derniers temps parce que je trouve que Blavatsky à l'époque, avait touché quelque chose de cette nature-là. Mais pareil, il y avait un gap qu'on n'arrivait pas à passer. Tu sais, vraiment, c'est ce phénomène de plafonnement, tu sais. Il y a un paradigme au-dessus, là, et on le sent, on y rentre tout doucement, on y pénètre tout doucement, mais on n'a pas encore trouvé la formulation. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors que nommer, c'est hyper important, parce que quand tu nommes, tu dois lier à quelque chose. Oui, absolument. Il faut apprendre à nommer. Et j'entends dans ce que tu me dis, justement, un chemin vers si, il y a moyen de nommer, il y a moyen de. Et ça m'intéresse vachement, en fait. Exactement. Pour en revenir aux images de christique, pour moi, il y a vraiment une clé importante. Bon, j'en suis au tout début de la compréhension. Mais si on imagine vraiment cette force solaire qui vient, qui descend jusqu'au centre de la Terre, qui met un germe solaire dans la Terre, ça veut dire qu'il commence la transmutation de la matière. Ça veut dire que toute matière, il faut se dire que la Terre est devenue le corps du Christ. Tu vois, ça prend au sérieux. Ça prend au sérieux ces trucs. C'est littéral. C'est pas symbolique, c'est littéral. Ça veut dire que quand on va se confronter à la matière, on va se confronter au corps du Christ. Tu vois? Et ça, c'est neuf. C'est ça qui est neuf. C'est depuis 2000 ans, c'est neuf pour nous. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et une force solaire qui, c'est pas pour rien que je nomme le carbone qui devient diamant dans ma vidéo. C'est parce que le carbone, c'est ce qui nous fait matière. La transmutation de la matière, c'est
ça va être la transmutation de notre corps physique même, Oui. qui va devenir petit à petit transparent. Oui. Hein? Oui. C'est l'avenir lointain, très très lointain, c'est ça. Ouais. Et donc, quand on se dit qu'on est dans ce mouvement de transmutation de la matière et transmutation autant du monde extérieur que de son propre corps, c'est-à-dire qu'on est au début de la formation du corps de gloire, on peut dire. Ouais. Bon, je sais pas, moi, cette image que le but vraiment lointain, ça veut dire que le carbone soit aligné sur la lumière, hein, c'est ça. Et donc, la substance même de mon corps physique va devenir transparente, en fait. C'est hallucinant à penser comme ça, mais ça veut dire ça. J'entends bien. Donc, pour moi, c'est ça, je comprends de mieux en mieux que c'est ça la clé qui permet de comprendre que quand on travaille la matière, on est vraiment dans un travail spirituel. Oui, ça c'est vrai. Ça me fait penser à Gurdjieff propose la même chose dans ce qu'ils appellent la table des oxygènes. En fait, il y a vraiment l'élément, l'atome de base sur lequel se fonde le vivant va évoluer à mesure que l'humain va transformer, transmuter, etc. Et effectivement, ça peut conduire à des formes de vie apparentes bien spéciales. On verra si on est amené à revenir ici dans 500 ans, on en reparlera. Ouais. Mais effectivement, il y a quelque chose. Oui, non, mais il y a quelque chose comme ça. On peut effectivement aller très très loin en extrapolant la chose. Effectivement. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on prenne les questions? Ouais, bon, ça, c'est à mettre encore. C'est là où il y a tellement d'images, quoi. Pour bien le comprendre, je trouve ça important d'avoir toute l'image de formation du cosmos, de sa densification dont tu parles tout le temps, de savoir que le cosmos a été saturnien, solaire, lunaire et savoir qu'on est dans la remontée de ça. Et donc, quelles sont les forces de remontée qui permettent cette remontée? Et donc, l'idée qu'on retourne à un état solaire et après peut-être encore plus loin, ça se comprend aussi très logiquement. Mais il faut étudier toutes ces phases-là. Et la dernière chose que je vais rajouter, c'est que ça pose une question du timing. Ça veut dire que c'est des espaces de temps très très lointains. J'ai plus les dates en tête qui sont données, je sais plus, mais que par rapport à ce qui se passe maintenant, pour moi, par rapport à ça, on n'est pas encore dans ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. On est dans une mini-apocalypse, enfin mini, ça va être. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois aussi 5 ans qui vont être vraiment l'enfer. Je sens ça aussi, et qui vont révolutionner comme on est. Par contre, ça va être un changement de civilisation, ça c'est sûr, mais c'est pas encore ce qui est annoncé en tant que la guerre de tous contre tous. En fait, j'ai un peu deux questions. Si on suit une chronologie telle qu'elle est annoncée par Steiner, c'est dans l'an 7000, je crois, c'est vraiment loin, la guerre de tous contre tous. Ou alors on a tellement merdé que tout a été avancé, et maintenant c'est possible aussi. Tu vois, les deux, pour moi, les deux sont possibles, je ne sais pas. Donc il y a une question de timing. Oui, après, oui, j'entends. C'est en fonction on en est maintenant là-dessus, dans la transmutation. Et avec la différence, c'est toi, tu es très optimiste, tu dis qu'automatiquement, on va aller dans le bien. Moi, je vois que comme on a le libre arbitre, il y a la possibilité de se planter et qu'on peut aussi bien planter toute l'évolution terrestre que la réussir. Et que les deux chemins sont... C'est vrai ça. Juste pour faire le point là-dessus, après on va prendre les questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Parce qu'on a... Ouais. Non, c'est le côté se planter pleinement. C'est fort probable, c'est possible, c'est une alternative. En fait, si tu veux, quand je parle des cycles, je parle du fait que la structure même
de l'univers, en tant que grande horloge qui suit des cycles, opère à cette transformation malgré nous. Nous, soit on suit la marche du monde, entre guillemets, et donc du coup on en bénéficie, on en profite, finalement, d'une certaine manière, soit, bah, c'est pas grave, on s'en va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, ok, l'aventure s'arrête là pour moi, etc. Tu vois. Mais si tu veux, c'est dans ce qui se passe aujourd'hui et les 5 ans à venir, selon ce que je pense, on va avoir beaucoup de morts, beaucoup de morts. Ah oui, je crois aussi. Non pas parce que on va. Alors, la guerre de tous contre tous, pour moi, on est déjà dedans. C'est-à-dire que le climat de défiance entre tout le monde est établi. On s'est tous retranchés dans nos petites visions, soit communistes, soit communautaristes, soit. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, l'éclatement, c'est là, c'est dans quelques mois, je pense. Je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, je le lis comme ça. Peut-être j'ai tort, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le lis. Et la résultante, si tu veux, de cette affaire, c'est que il y a, au milieu de ce chaos, il y a l'alternative, parce que le cycle de l'univers continue. Et donc, ceux qui reviennent, si tu veux, à cette connexion avec la nature, non pas juste, alors la nature profonde, intégrale, ok, on se comprend, retrouve le sens de cette horloge cosmique et donc entend le sens du vent et dresse les voiles dans le sens de la nature. Pas dans le sens des humains, dans le sens de la nature. Et les humains vont produire, sur cette base-là, si tu veux, une société, un monde nouveau qui pourrait très probablement prendre les valeurs que tu as décrites tout au long de cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, je dirais à ce niveau-là, je pense que l'humain et la nature, c'est exactement la même chose. La nature vient. C'est tout à fait ça. Dans l'enseignement de Steiner, la nature vient de l'humain et non l'inverse. Dans un sens comme dans l'autre, je te rejoins pleinement. C'est-à-dire que nous sommes la nature, et donc, mais nous ne l'entendons plus dans notre petite structure interne, si tu veux, tu vois. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un mode de communication pour rentrer en contact avec elle. Tu en as parlé, toi, aussi, dans cette vidéo, finalement, avec les méditations de propos Steiner, par exemple. C'est tout l'enjeu pour moi de faire cette vidéo et d'intervenir. C'est de dire qu'il y a un mode pour retrouver cette communication à partir de là où on est. Et que ça demande une certaine connaissance pour accomplir ce mode. Mais c'est la raison même de mon intervention, c'est de dire ça. C'est qu'il y a ce mode-là qui existe. Et que c'est urgent. Non, là, faut y aller, quoi. Faut y aller. Alors, tout le monde n'ira pas, mais il faut y aller. Alors, on va prendre les questions. OK, Christophe? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, il y en avait une de notre ami Frater 7 là, qui est là. Alors, on revient un petit peu en arrière dans la conversation. Pourquoi l'initiation égyptienne te dérange, Christophe? Il y a une philosophie archétypale qui traverse les âges que les Romains et Grecs ont repris plus tard. Ouais. Alors, vas-y. Bon, c'est ce que je me tuais, c'est de dire. C'est que c'est pas l'enseignement, c'est pas la sagesse qui diffère, mais c'est la manière d'y accéder. Et que donc, si on suit l'évolution de la conscience, le mode égyptien ou le mode antique qui se passait dans le secret des temples était adéquat à ce moment-là. Et c'est justement ce décalage entre l'activité quotidienne et l'activité spirituelle, c'est ça qui me dérange. C'est justement tout le sujet de cette vidéo. C'est ce que l'impulsion, ces forces d'impulsion christique peuvent donner les forces de réconciliation de ça. C'est ça qui me dérange. C'est ce décalage. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, je regarde un petit peu les trucs. C'est tenter de se... Alors, c'est une remarque de Michael Jadoul qui dit « C'est tenter de se sédentariser sur Terre, trop de temps passé sur une planète de béton. »
Ça t'inspire quelque chose, ça? C'est tenté de se... Je sais plus à quel propos ça faisait référence. Bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas de quoi il fait référence, parce que oui, alors, Neo Joestar. Je pourrais juste un petit sur sédentaire nomade. On est dans une civilisation de sédentaires qui est les nomades, il y a une répression vraiment contre le nomadisme, je pense. Donc tout le système capitaliste de propriété privée, de ça, c'est la sédentarisation. Et l'origine est à chercher dans Caïn et Abel. Ouais. J'en étais sûr. Donc Caïn étant le sédentaire, mais aussi étant le fondateur des arts et des sciences. Et c'est justement la rédemption de Caïn que le Christ a apporté par Golgotha. Voilà, donc très vite, mais on est dans le même sujet en fait. Ouais. Et la réconciliation avec le nomadisme. Avec le nomadisme, on en parlera de ça. Ça, c'est une clé de voûte pour demain aussi, ça. Ouais. C'est une clé de voûte pour demain. Neo Joestar qui dit bonjour. Avez-vous étudié la gnose orthodoxe, notamment par Boris Moraviev? Oui. Boris Moraviev avec Gnosis, effectivement, moi c'était des ouvrages que j'ai beaucoup aimés. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose, Christophe, toi? Non, je n'ai pas étudié. Ouais. Ok, on ne se lance pas dedans parce que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais oui, je suis passé par la case Moraviev parce que je suis passé par la case Gurdjieff aussi, donc ça fait partie un petit peu du truc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on nous raconte? Christophe a-t-il une chaîne YouTube? Oui, il en a une et je vais vous la mettre en description sous la vidéo. Alors, je n'ai pas pris le temps de le faire parce qu'on a déclenché cette conversation un peu en catastrophe. Genre, t'es là, ouais, vas-y, ok, le problème. Et puis, on s'est retrouvés en live. Donc, mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens pour aller suivre le travail de Christophe. Son site en tant que thérapeute, avec. Parce que tu fais des cours aussi, toi. Je sais que tu fais des oui. cours. Alors, ouais, ça fait un moment que je n'ai pas mis de cours en ligne. C'est des fois, j'en mets en ligne. Ouais. Ben, vous allez avoir, je vais vous mettre tout ça en description, ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller suivre. D'ailleurs, je vous invite à aller le faire parce que Christophe a démarré, il monte sa bouille depuis pas très longtemps. Donc, il faut envoyer la sauce là, pour l'encourager, ça lui fera du bien. Ah, il faut gueuler celui-là quand même. C'est vrai. Donc, Frater7 qui nous dit je comprends mieux, merci de ta réponse par rapport à la tradition égyptienne, etc. D'accord. Rida, dire que la nature vient de l'humain est un constat qui va modifier les principes mêmes de toute science ésotérique. Où le microcosme et macrocosme. Ah oui, où est le microcosme et le macrocosme dans tout ça? Merci pour votre réponse. Ouais. Bon, il faudra une réponse longue, mais c'est dire la même chose, dire que la nature vient de l'humain et parler du macrocosme, microcosme et dire la même chose. C'est difficile de répondre sans donner. Il faudrait donner les images de la création cosmique. Ouais. Et alors là, on en a. Il faut que peut-être aller voir la vidéo que tu as faite, le corps multidimensionnel. Tu en parles dedans? J'en parle un peu, ouais. J'en parle un peu. Donc, elle est sur la chaîne, cette vidéo, Rida. Hein, tu peux aller voir. Hein. Ouais. Christophe, il fait un exposé justement où il développe tout ça. Bon, évidemment, c'est une vidéo sur une connaissance de. Non, mais j'essaie de donner un peu une image. Ouais, c'est fascinant aussi, mais disons, dans la création des éléments, disons, le premier élément créé, c'est la chaleur. Et la chaleur, c'est le premier germe de ce qui deviendra notre corps physique. Disons. Ouais, voilà, ça va être super compliqué. Non, mais à la limite, Rida, va voir ou alors écris à Christophe, peut-être.
Ouais. On peut peut-être la dire. Faudra que je fasse une vidéo spéciale dessus parce que vraiment là, Bon, alors, attends, je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs, mais toi, tu l'as peut-être déjà fait, c'est possible, mais en tout cas, oui, on pourrait, si tu veux, on peut faire une vidéo dessus, hein, pas de problème. ouais, ou que je fasse un cours, que je fasse un petit cours. Enfin, Ouais, si tu veux. Ouais. faut que je prenne 1 heure parce que c'est trop compliqué. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Atteindre l'éthérisation. L'éthérisation, point d'interrogation. Francky Daniel. Si tu peux peut-être développer un peu ta question. Alors, moi, ce que j'entends dans la question, ça m'évoque quelque chose. Je réponds vite fait. Moi, je ne crois pas qu'il faille atteindre l'éthérisation. Moi, je ne crois pas du tout. Dans notre vie ici incarnée, il faut surtout. C'est un peu ce qu'on a dit, peut-être pas de la même manière, mais il faut aussi bien investir le champ de la matière que le champ de l'intériorité. Et pour trouver une unité dans ce rapport-là, c'est surtout ça, parce que c'est là où il y a une transcendance, c'est là où il y a une perspective d'évolution, d'élévation réelle, et pour la personne à l'intérieur d'elle, et pour faire évoluer, élever la matière, et tout ce que ça comprend d'ailleurs. Donc c'est pas la quête spirituelle présentée comme l'idée qu'il faut investir que l'invisible, plonger là-dedans et chercher uniquement le vécu intérieur, éthérique ou quoi. Moi, je pense que ça, c'est une arnaque. Et ça l'était déjà dans les temps anciens d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la tentation luciférienne, c'est s'éloigner du terrestre au nom de la lumière, et là on tombe dans l'illusion. Ouais. Donc il faut toujours veiller effectivement à conserver cette balance entre intérieur et extérieur, matière, visible, invisible, etc. Donc on est en perpétuel, c'est une balance dynamique. Ouais. Ne pas perdre la matière. Ne pas perdre la matière. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais. Corinne, c'est donc trouver le maître en soi. Alors, à quoi tu fais référence quand tu dis ça? Parce que du coup, on ne peut pas rattacher ta question à un propos particulier. Si tu peux développer, Corinne, comme ça on peut savoir depuis quel truc tu parles. Rida qui me dit « Je vais jeter un coup d'œil sans problème. Merci encore à vous tous. » Mais de rien, pas de problème. Bon, voilà. Bah, Corinne, on attend ta réaction. Sinon, on a tout dit, quoi, en fait. Hein. Ouais, là, on a dit pas mal de choses, là, je crois. Par rapport alors, le propos initial, c'était est-ce que la vie active humaine peut en soi constituer une quête spirituelle, un chemin spirituel? Donc Christophe a répondu. Et puis d'ailleurs, c'est très convaincant. Et moi, ça m'a permis d'avoir une pièce manquante à mon petit puzzle personnel. Donc c'est très intéressant. Je constate qu'à chaque fois que je parle avec Christophe, Steiner devient un peu plus accessible, ce qui fait du bien, parce que putain, parce que quand je vivais tout seul, j'y arrive pas. Ouais. J'y arrive pas. Mais vraiment, tu tiens un truc avec ça, hein. Franchement. Moi, je dis Christophe président. Hein. Ouais. Ah non, tu comprends ce que je veux dire. Dans la nouvelle secte. Alors Corinne nous dit suivre le bon chemin, le sien. Oui, bah, bien entendu, mais ça c'est presque un truisme en fait, que de dire ça finalement. Mais le bon chemin, comment dirais-je? Encore une fois, il y a une balance intérieure-extérieure dans cette histoire-là. Il n'y a pas que un bon chemin intérieur qui nous amène au maître intérieur, où tout est intérieur, où tout est génial à l'intérieur, et puis du coup, tout est tellement génial à l'intérieur que dehors, ça devient chiant. Moi, alors, si je peux me permettre de raconter juste une petite histoire, moi, c'est un passage dans ma vie que j'ai connu, ça. C'est-à-dire que l'intériorité la plus profonde, via une voie mystique en l'occurrence, si on respecte la tradition monastique en l'occurrence, nous plonge dans effectivement des merveilles intérieures, mais indicibles, ineffables, mais des merveilles, vraiment, des merveilles, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est à la limite de nous rendre misanthropes. Ouais. Il faut quand même le noter, ça. Moi, il y a eu une période de ma vie où l'espèce humaine, bon, je n'étais pas devenu misanthrope au sens je n'avais pas envie de détruire l'espèce humaine, je ne la haïssais pas, mais elle ne m'intéressait plus, la matière ne m'intéressait plus, et il y avait presque même un espèce de mépris et un dégoût. Là, il y a un problème, là, à ce moment-là. Un problème auquel il faut faire face, parce que
oui, il y a des merveilles à l'intérieur, mais il faut être capable de les retrouver dehors et trouver leur chemin dehors, etc. Et là, Christophe, effectivement, dans le propos qu'il amène, il propose tout de suite de faire une balance directe pour pas qu'on se perde dans l'intérieur, le tout intérieur ou le tout extérieur, qui est le problème de l'ère des poissons, en fait. C'est le problème de l'ère des poissons. C'est ce dogmatisme, ce radicalisme, cet intégrisme, soit de l'intériorité, soit de la matérialité. Alors que l'ère du Verseau, alors là je prends ma logique, excusera, l'ère du Verseau résout ce problème. Il en posera d'autres. Ça, c'est l'histoire du monde. Mais il résout ce problème, justement. Et j'entends dans les propos de Christophe cette résolution. C'est pour ça que ça m'intéressait de parler avec toi et c'est pour ça que je voulais en faire profiter les autres aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est exactement ce que ça m'a apporté dans ma vie. Je veux dire, entre ce dont je parlais, cette espèce de nostalgie de sentir intuitivement qu'on a vraiment perdu quelque chose de fondamental et de ne pas le trouver et petit à petit le découvrir dans l'anthroposophie. Moi, ça m'a sauvé quand même. Ouais. Ça, c'est un vrai piège, ça, hein, le dégoût de la matière à cause d'une intériorité trop profonde. Tout à fait. Je pense qu'on y passe tous. Je pense qu'on y passe tous. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. C'est probable, ouais. Alors, est-ce que tu veux encore une petite question, Christophe, ou pas ? Écoute, regarde ce qu'il y a. Mercurius, regarde, bonjour. Que pensez-vous de Joachim de Flore et de ses écrits en regard du contexte actuel ? Moi, je ne peux pas en parler, je ne connais pas. Moi, en plus, je n'ai pas lu. Désolé. Non, du coup, on va aller voir. Pourquoi pas ? On est bien en période de révélation. Un blogueur youtubeur a beaucoup d'abonnés. Poisson fécond vient d'inventer Mark O'Burn, un gars qui maîtrise voyage astro. Oui, mais alors moi j'ai un vrai problème avec toutes ces histoires de voyage astral, de machin. Ah ouais. Mais si tu veux, on en revient à ce que je disais avec ce problème du tout intérieur. Le voyage astral comme fuite du monde actuel, ce qui est trop souvent le cas aujourd'hui, moi je ne peux pas cautionner ça. Voilà. Alors si en plus on y rajoute les drogues, les machins, bon là c'est là. Là c'est fini quoi. Mais voilà. J'ai fait une vidéo sur l'ayahuasca comme chemin spirituel. Je vous conseille d'aller regarder en priorité. Ça s'appelle Pas de drogue, nom de Dieu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, le voyage astral fait partie de l'évolution de la spiritualité. On s'y confronte, on s'y retrouve tous dedans à un moment donné, c'est sûr. Mais encore une fois, il y a toujours, encore dans cette période, surtout dans cette période, il y a l'attrait à fuir là-dedans, en fait. Et le piège est là, quoi. Le piège de notre époque, c'est vraiment ça. On nous a conditionnés à la virtualité, c'est-à-dire préférer un monde qui n'existe pas à un monde qui est. Préférer le réseau social au réseau humain, préférer la vidéo que le livre contient dans ses mains. Je fais des caricatures si tu veux, mais ça reste des outils extrêmement intéressants. Je peux pas. Là, ce qu'on est en train de faire, on l'utilise. C'est tout comme ça qu'on se connaît, je veux dire. Exactement. Donc, ça produit aussi bien du bon, mais il y a un piège à l'intérieur, quoi. Il y a un piège à l'intérieur, et il faut résoudre ce piège justement. En cessant de vouloir que de l'intériorité, que du virtuel, que de l'astral, que du psychique, que de tout ça. C'est pas que ça. Et c'est vrai que la clé de voûte, tu la donnes, je trouve, bien dans cette vidéo qu'on a faite aujourd'hui, c'est-à-dire réinvestissez ce qui est concret et vivant et redécouvrez le mystérieux à l'intérieur, dans le concret, quoi. Là où vous êtes, là, dans ce que vous faites. Là où vous êtes, dans ce que vous faites, exactement ça. Ça, c'est vrai que c'est une clé de voûte que je trouve vachement intéressante. Ouais. C'est clair. Et comme on disait sur notre vidéo, le problème des voyages astro est l'effet Inception. Ouais, bien sûr. Fratel 7. Bon, on va se quitter là parce que le vent qui barbouille. Merci Christophe. Merci à toi Guillaume. Non, parce que là, on a ouvert. Je trouve qu'on a ouvert une brèche passionnante et je pense on va en reparler parce qu'on est en plein dans le truc, quoi. Je crois que tu es la seule personne que je connaisse qui ne se sauve pas en courant quand je commence à gueuler. Non, il n'y a pas de raison. Non, mais si tu veux, on s'est déjà dit entre nous, la discorde, ça demande une résolution. Donc, il faut aller au cœur de ça. Puis pour moi, c'est sur fond de fraternité, effectivement. Si on peut s'engueuler, c'est sur fond de fraternité. On sait qu'on s'apprécie.
Il n'y a aucun problème. Depuis la nuit des temps, les sages, les philosophes, les cherchants, tout le monde s'engueule copieusement, mais mes mains dans la main. Ouais, non, puis c'est pas une question de personne, c'est vraiment une question enfin, je sais pas, on parle d'idées, on parle de chemin, on parle de. Je sais pas. Non, mais tu vois, on a trouvé quelque chose de super fructueux, je suis content. Ouais. Et je pense que on en reparlera avec plaisir pour approfondir la chose. Peut-être que du coup, Steiner va devenir moins indigeste pour moi, on va voir. Mais c'est quoi, je vais tester. Je vais retester, ça me donne envie de retester. On va voir. Et si je vomis, je te mets un mot. T'as quoi de lui? Parce que ça dépend avec quoi tu commences aussi. Attends, je vais te chercher ça. Attends, bouge pas. Ouais. Merci Mercurius. Joachim de Flore, l'Évangile éternel. Ok. Alors, pour tout te dire, après on vous quitte parce que je commence à avoir. Ouais. Pour tout te dire, le seul livre de ma vie que j'ai acheté, que j'ai lu, mais alors, qu'est-ce que j'en ai chié pour aller au bout, c'est celui-là. L'homme, les animaux et les êtres élémentaires. Ouais. C'est des conférences. Ouais. Alors, pourquoi j'ai acheté ce livre? Je l'ai acheté parce que j'étais encore beaucoup dans le travail de la magie naturelle et que je voulais entendre le rapport que Steiner entretenait avec la nature, qui est l'objet du travail dans cette pratique de la magie. J'en ai chié, mais comme un dingue. J'ai absolument rien compris. Ouais. Mais par contre, je dois admettre que dans le fond, dans l'esprit du livre, j'ai quand même retrouvé des choses qui se rattachaient à mon expérience. Par contre, le vocable, la forme, j'y arrive pas. Ouais, non, mais c'est normal, parce que chez Steiner, il faut apprendre le vocabulaire avec quelques bouquins de base. Et après, on peut se taper les conférences. Mais si on fait à l'inverse, on a exactement ce que tu dis, on n'est pas calibré avec le langage. C'est un certain langage à apprendre au départ. Voilà. Il faut commencer par théosophie ou, par exemple, c'est le plus court. Je donne le plus court où il y a un peu le langage de base qui permet d'apprendre des questions. Ok. Bon, bah écoute. Bon, allez, on vous laisse là, les amis. On se dit à bientôt et puis passez une bonne journée. Voilà. Ouais, bonne journée à tous. Ouais. Ciao. Ciao Guillaume. Ciao à tous.